Donc, Jonathan, bonjour. Bonjour. Pour commencer, je vais expliquer pourquoi je t'ai invité. C'est parce qu'on a eu la semaine des enseignants et des enseignantes, la 29e édition du 5 au 11 février. Et moi, j'avais un questionnement par rapport à est-ce que cette semaine-là apporte vraiment de la valorisation dans la profession? Et j'avais envie d'interroger un enseignant qui est quand même présent sur les réseaux sociaux, que les gens connaissent bien. C'est sûr que ça va être ton avis personnel. J'ai pas pu Mhm. interroger 300 personnes puis faire vraiment un sondage là-dessus, mais je pense que ton avis est quand même pertinent. Et pour commencer, je voulais savoir, est-ce que tu penses que que la profession enseignante est assez valorisée? Là, c'est sûr que je vais parler en mon nom personnel, comme tu disais, mais je pense que je vais quand même aller chercher l'opinion de plusieurs de mes collègues. La réponse, c'est non, parce que si la profession était vraiment si valorisée, on n'aurait pas une pénurie catastrophique en ce moment, puis on n'entendrait pas d'histoires euh, d'horreur comme on a eu dans les derniers jours dans les médias, comme à Trois-Rivières, un enseignant qui met des élèves enceintes ce matin, un enseignant qui a été pris dans un cercle de proxénétisme et qui a été quand même qui a gardé sa job pendant 20 ans par la suite. Il y a des histoires d'horreur comme ça qui sortent de plus en plus. Fait que si la profession était vraiment valorisée, euh, on n'aurait pas à dealer avec ces choses-là parce que dans le fond, on n'aurait pas à garder ces enseignants-là qui ont clairement pas leur place dans une classe. Fait qu'on dirait qu'au nom de la pénurie présentement, les règles s'appliquent de moins en moins. Valorisation. Pour la valoriser, il faudrait de un que le gouvernement fasse vraiment quelque chose pour que les enseignants soient mieux épaulés, encadrés, qu'on ait plus de services, plus de soutien surtout. Peut-être aussi longtemps qu'on va en parler, mais qu'on n'agira pas, ça ne changera pas malheureusement. Là, tu me parles de soutien. Tu parles de soutien aux élèves ou de soutien avec des conseillers pédagogiques? Surtout soutien aux élèves, soutien en classe. Quand on a des classes en difficulté, une classe de 34 étudiants, tu peux pas aider 34 étudiants en même temps. C'est humainement impossible. Donc, on a besoin de services, on a besoin de ressources. Des fois, on est juste dépassé aussi. Il y a des jeunes qui ont des problématiques auxquelles on n'est pas formé. On a besoin d'aide externe, des travailleurs sociaux, des psychoéducatrices, à la limite des psychologues. On a besoin de personnel pour aider nos jeunes. Parce que si nos jeunes entrent dans nos classes, ça va pas, nous, on peut pas faire notre travail avec eux. Fait qu'on a l'impression d'être impuissant, on a l'impression de pas bien faire notre job. Puis à l'inverse, le jeune qui est dans notre classe reçoit pas les services qu'il a besoin pour se développer, pour ensuite pouvoir fonctionner en société. Fait que c'est comme une espèce de cercle vicieux qui se termine jamais. Donc, tant et aussi longtemps qu'on va laisser les profs eux-mêmes sans services, sans ressources supplémentaires, ça va continuer à être une saignée. Là. Les profs partent en quantité industrielle, les gens devancent leur retraite, les gens font juste changer de domaine. Juste cette année, dans mon école, je pense qu'on est rendu à 5 ou 6 enseignants qui sont juste partis, qui ont démissionné parce que c'est rendu trop lourd et plus ça va aller, moins on va avoir d'enseignants qui vont être qualifiés dans les classes et on s'entend que moins il y en a de qualifiés, plus on risque d'avoir des problèmes au niveau des apprentissages de nos jeunes. On parle justement de difficultés chez les jeunes. Moi, ce que j'ai beaucoup entendu chez les enseignants, c'est j'ai l'impression que je passe ma journée à jouer à la police. Est-ce que tu penses que ça prendrait quelqu'un d'autre en classe pour aider à gérer la classe ou tu penses que c'est humainement possible de s'occuper, par exemple, de 34 étudiants si tu as de l'aide externe? En fait, il y a deux façons de voir les choses. Il y a soit la diminution du nombre de personnes par classe ou l'ajout de ressources dans les groupes les plus difficiles, mais en période de pénurie, on ne peut pas faire ni un ni l'autre. On n'a pas assez d'enseignants pour avoir des groupes de 24-25. On n'a pas assez de personnel de soutien pour encadrer dans des groupes de 34, sans compter qu'on est rendu avec des pénuries de locaux parce qu'on a eu une augmentation quand même assez importante dans nos écoles avec l'arrivée du RQAP il y a quelques années. Ça avait fait un petit baby boom. Donc, on n'a pas plus de place pour les placer. Les écoles tombent en ruine. Donc, je ne sais pas par où on peut commencer pour essayer de régler ou d'améliorer la situation, mais la première des choses, ça va prendre des investissements massifs et colossaux. Et jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucun gouvernement qui est prêt à le faire. Tout le monde est prêt à le dire, tout le monde est prêt à démontrer à quel point c'est important l'éducation, qu'on veut le valoriser, mais quand il est temps de mettre l'argent, quand il est temps de mettre les efforts pour que ça paraisse, c'est le silence radio, malheureusement. Cet argent-là, il pourrait servir à quoi? Augmenter le salaire des enseignants, faire des campagnes de valorisation, rénover les écoles. À quoi ça servirait concrètement?
J'aimerais mieux avoir une école rénovée et du soutien des services dans mon école qu'une augmentation de salaire présentement. Je pense que la majorité des enseignants, oui, c'est sûr, le salaire, c'est quand même important parce qu'on a quand même aussi l'inflation présentement qui touche tout le monde, mais j'aimerais mieux avoir de la facilité à faire mon travail que d'avoir plus d'argent et plus de difficultés par la même occasion. Donc, j'aimerais mieux que ça soit mieux investi, mieux réparti, qu'on soit capable aussi de valoriser les professions connexes. On parle souvent d'éducation, on pense automatiquement aux profs, mais les profs, c'est pas tout dans une école et il manque des gens partout, il manque de concierges, il manque d'adjointes administratives, donc c'est vraiment généralisé. Donc, si le système est en train de se vider. Même si on a des profs qui sont payés 500 000 par année, ça ira pas mieux. Donc, il y a d'autres solutions. Oui, le salaire est important, mais en plus de plusieurs autres aspects là, qui feraient que les conditions seraient mieux, surtout pour les jeunes, en fait, parce que plus les conditions sont améliorées, mieux leur apprentissage vont se passer par la suite. Moi, mon questionnement, il est autour du fait que un enseignant est censé faire, si je me trompe pas, 32 heures par semaine. Mais dans les faits, on sait que c'est beaucoup plus que ça et que les heures supplémentaires ne sont pas forcément rémunérées. Euh, Ils ne sont pas. C'est pas forcément ils ne sont pas. ouais, je me suis mal exprimée, désolée. Je veux juste comme pas trop m'avancer parce que j'ai moi-même étudié en enseignement et j'ai arrêté parce que je trouvais ça trop difficile. Et ça fait un bout de temps dans ma tête, donc je veux pas dire n'importe quoi. Mais justement, ça m'amène à penser, qu'est-ce que tu penses des personnes qui étudient en enseignement, qui arrêtent pendant leurs études ou que pendant les 5 premières années où ils enseignent, ils décident de s'en aller? Qu'est-ce que tu as à dire à ce sujet-là? Ben là, je vais sortir des vieux travaux de recherche que j'ai fait. J'ai fait un mémoire de maîtrise sur ce sujet-là très précisément. Puis, je les comprends parce que dans le fond, si je recule, moi, je suis à ma 15e année, donc je me considère comme un jeune vieux prof. J'ai quand même un peu d'expérience, mais je veux pas être non plus considéré comme un vieux prof. Puis, au tout début, quand moi j'ai commencé, il n'y avait pas de job, il n'y avait pas de contrat. C'était super difficile d'entrer dans le milieu. Fait que la majorité des gens se tannaient parce qu'on ne pouvait pas avoir de salaire compétitif, on ne pouvait pas avoir de temps plein. On avait des difficultés à avoir des emprunts hypothécaires à la banque parce qu'on n'était pas des employés temps plein. Fait qu'il y en a beaucoup qui sont juste partis, qui sont allés faire autre chose. Et présentement, c'est ça la conséquence qu'on a, c'est que les profs qu'on avait, qui auraient été prêts à travailler dans le milieu, sont allés faire autre chose parce qu'on leur a pas offert les bonnes conditions. En ayant moins de profs, les conditions sont encore plus détériorées. Fait que les nouveaux profs qui arrivent dans les conditions d'aujourd'hui vivent les conséquences de toutes ces mauvaises décisions-là qui ont été prises depuis les 20 dernières années, puis arrivent dans un système qui est, je dirais, là, encore pire, sinon euh, très, très, très semblable au niveau des problèmes que quand j'ai commencé, là, il y a 15 ans. Donc, il n'y a eu aucune amélioration, au contraire, ça s'est détérioré. Fait que quand c'est pas en train de s'améliorer, c'est dur de convaincre des gens de dire, hey, venez, ça va bien se passer, ça va aller mieux, vous allez avoir une belle carrière. On peut pas leur compter de mensonges. Ça reste une job difficile, mais en même temps, on en a besoin. Fait que c'est trouver un équilibre entre être assez honnête pour leur dire la vérité, mais aussi pas les décourager pour que la relève décide de s'en aller aussi. Fait que c'est vraiment ça qui est la ligne que je trouve qui est très, très glissante. Je prends beaucoup la parole sur les réseaux sociaux, j'essaie d'en parler le plus possible, mais je sais qu'ultimement, si je décourage les gens, j'amplifie le problème. Fait que là, j'essaie juste d'être le plus transparent possible, de dire ça va pas très bien, mais si on avait du renfort, ça irait mieux. Fait que c'est de trouver justement cette espèce d'équilibre-là entre parler ou travailler pour améliorer nos conditions, puis en même temps valoriser puis encourager une relève à venir nous soutenir dans le fond. Là, tantôt, je voulais parler des heures de travail, puis là, j'ai passé à un autre sujet. Est-ce que tu veux nous parler du mythe selon lequel les enseignants sont en congé l'été, les journées pédagogiques, ils travaillent pas, puis qu'ils se plaignent le ventre plein, en fait, parce que ils sont déjà bien payés, donc ils n'ont pas à se plaindre. Ça va me faire plaisir parce que je pense que c'est ça qui est le plus gros stéréotype. C'est ça qui est lié le plus, je pense, à la valorisation de la profession. La première des choses qu'il faut savoir, un enseignant n'est pas payé à l'heure, un enseignant est payé à l'année. Donc, on a une paye qui est répartie sur 365 jours, mais on en travaille 200. Ça veut dire qu'on travaille de fin août à fin juin et que cette paye-là, ensuite, est répartie sur les 12 mois de l'année, ce qui fait que techniquement, on n'a pas de vacances proprement dit. On a, dans le fond,
un arrêt de travail obligatoire parce que les écoles sont fermées. Et pour être capable d'arriver, pour être capable d'avoir un salaire, on se redistribue une partie de notre paye durant les congés d'hiver, durant la relâche, durant l'été, ce qui fait que toute l'année, on reçoit seulement 80% de notre salaire. Donc, ceux qui disent qu'on est toujours en vacances, en fait, on est en arrêt de travail. C'est pas nous qui sommes en congé, c'est les écoles qui sont fermées. Si les écoles sont fermées, on n'est pas payé, ce qui fait que les enseignants qui sont pas à temps plein, ceux qui sont encore des contractuels, eux, ont aucune rentrée d'argent. C'est l'assurance emploi qui va venir combler tout ça. Donc, c'est pas vrai de dire qu'on est toujours en congé. Aujourd'hui, journée d'intempéries en Abitibi, les écoles sont fermées, mais les profs sont tous là parce que nous, on doit quand même travailler, on doit faire de la correction, des bulletins à remettre cette semaine. Donc, c'est pas parce que c'est journée pédagogique que pédagogique veut dire congé, mais au contraire, je pense qu'on travaille plus en journée pédagogique parce qu'on veut s'avancer le plus possible pour avoir plus de temps dans les journées, je vais dire, normales avec les jeunes pour mieux faire notre accompagnement avec. Là, tu me parles de journée d'intempéries. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé intéressant, que les étudiants ne se déplacent pas parce que c'est dangereux pour eux, mais l'enseignant, par exemple, il doit se déplacer quand même à l'école. Je sais pas si ça a changé, mais il y a quelques années, je sais que vous pouviez pas travailler de la maison pour continuer ce que vous aviez à faire en toute sécurité. Est-ce que c'est quelque chose qui te dérange personnellement? Moi, c'est sûr que je reste en ville, donc c'est quand même pas si pire, mais je trouve que c'est quand même un non-sens de dire que si c'est trop dangereux pour les autobus, pour les jeunes, pourquoi ça l'est pas pour le personnel? On est maintenant équipé pour faire du télétravail, on est capable de s'amener du travail à la maison. Une pile de correction, que je la fasse à mon bureau, à l'école ou dans mon salon, ça reste une pile de correction que je vais faire quand même. Une préparation de cours, même si je la fais chez moi avec mon café ou si je la fais à l'école avec mon café, c'est encore une fois exactement la même chose. Donc, je trouve que c'est un peu exagéré. Je comprends le raisonnement, c'est que dans le fond, c'est une certaine façon de voir aussi pour être sûr que les enseignants travaillent bien. Tu sais, je dirais pas surveiller, mais tu sais, au moins avoir une idée qu'ils sont physiquement dans l'école. J'imagine que ça se place mieux dans un rapport d'analyse d'un centre de service. Mais ultimement, est-ce que c'est plus productif? Je penserais pas. Et là, on parle justement que on parlait des heures. Je veux savoir si tu es à l'aise d'en parler. Toi, combien d'heures tu fais par semaine? Ça dépend des semaines. C'est sûr que le fameux 32 heures, j'essaie de le respecter le plus possible. Au début, je devais en faire à peu près 50-60 par semaine. Je voulais tellement que tout soit parfait. Mais c'est sûr qu'avec les années, avec l'expérience, avec aussi une tâche qui va se stabiliser, là, j'enseigne la même chose depuis quand même un certain nombre d'années. J'en fais pas autant. Je fais plus que 32 heures, ça c'est sûr, mais j'ai aussi appris à mettre mes limites pour pas me brûler parce que justement, si on se brûle, c'est pas mieux, c'est comme ça où on se ramasse avec des problèmes de santé. Donc, il y a des fois où j'accepte consciemment que mes cours vont peut-être être un peu moins bons que je le voudrais parce que je veux pas me brûler non plus, parce que je veux pas tomber au combat. Fait que j'essaye, mais c'est sûr que c'est pas, c'est pas facile parce que j'aime ce que je fais. Les enseignants, pour la très grande majorité, aiment ce qu'ils font, sont des passionnés. Donc, on essaye le plus possible de respecter le 32 heures, mais on n'a peut-être pas le choix des fois d'en faire à la maison encore, malheureusement. Mhm. Et on garde en tête que ces heures supplémentaires-là ne sont pas rémunérées, alors qu'elles sont à quelque part quand même obligatoires parce que si vous faites pas ces heures-là, ben les corrections seront pas faites, la préparation de vos cours ne le seront pas non plus. Des fois, il y a aussi des obligations de contacter des parents ou des choses qui sont essentielles, mais La qui sont gestion de pas... courriel, puis C'est ça. toute la paperasse qui C'est vient ça. alourdir notre tâche. Parce que c'est facile de dire ah mais vous avez juste à faire vos 32 heures et pas plus, mais si le travail est pas fait, c'est problématique aussi là. Mhm, exactement. Fait que oui, c'est beau dire qu'on a juste 32 heures, mais je peux pas enseigner, préparer des cours, planifier, corriger, faire ma gestion de courriel, contacter des parents en l'espace de 32 heures. C'est humainement impossible. Au secondaire, on a en moyenne 3 périodes sur 4 par jour. Donc, on a environ 1h15 de libre par jour pour tout faire. Et ça en 1h15, je peux pas tout faire. Donc, on en fait sur l'heure du midi, on en fait le matin. Moi, souvent, c'est comme ça que je fonctionne. Au lieu d'en faire le soir, je me lève plus tôt vu que ma fille va à l'école primaire. Donc, j'ai un petit lousse de temps. Je rentre un peu plus tôt pour préparer mes choses, mais c'est quand même
de l'overtime non payé, même si je le fais physiquement à l'école, ça fait pas partie de mon 32 heures. C'est le compromis que j'ai trouvé. J'aime mieux le faire le matin que le soir ou la fin de semaine à la maison. Mhm. La conciliation travail-famille, est-ce que c'est un enjeu chez toi ou chez d'autres enseignants que tu connais? Oui, parce que c'est difficile d'avoir cette conciliation-là parce qu'on a maintenant des pénuries de suppléants. Donc, quand on se fait remplacer, souvent, c'est plus difficile de reprendre par la suite parce qu'on ne sait jamais dans quelles conditions les remplacements ont été faits. Donc, si on a des activités avec les enfants, si les enfants sont malades, on se rajoute de la job si on part trop longtemps. Donc, il y a cette problématique-là aussi. On essaye de trouver un équilibre, mais tant et aussi longtemps que les banques de suppléants vont être vides et que les enseignants vont se sentir mal, je vais dire, de prendre des congés, de prendre des absences, ça va être encore de plus en plus difficile, malheureusement. Ils se sentent coupables, mais des fois, c'est carrément pas possible, là. Oui, exactement. Des fois, c'est pas possible, dépendamment. C'est sûr que absence maladie, des trucs comme ça passe, mais des voyages, des tournois sportifs, etc., c'est au bon gré de la direction, au bon gré des centres de services. Donc, même s'il y a un championnat du monde qui pourrait se jouer dans un pays externe, si la direction dit non, t'as pas ton congé, ben non, t'as pas ton congé, tu sais. En terminant, est-ce qu'il y a un message que tu aimerais lancer, soit aux autres enseignants, à la population ou même aux élèves? Moi, je vais en lancer un ou trois. Je dis félicitations à tous mes collègues qui font de l'excellent travail tous les jours. Et quand je dis collègues, j'inclus tout le personnel des écoles en général, de la direction aux adjointes administratives, les TES, les éducatrices. Bon, je les nommerai pas toutes parce qu'il y en a tellement. Donc, je vous remercie de faire votre travail. Grâce à vous, on a un système qui se tient encore debout, même si ça s'effondre de partout. C'est les humains à l'intérieur qui font fonctionner le système pour la population, puis les parents et les gens en général. Euh, Informez-vous sur le travail des profs. On voit beaucoup de choses circuler sur les réseaux sociaux et des fois, c'est très, très, je veux dire, disgracieux, limite insultant. Prenez le temps juste d'aller vous informer, de regarder un peu pourquoi, dans le fond, les profs parlent autant quand on en a la chance pour justement améliorer les conditions de travail. Une fois informé, vous allez peut-être être plus justement conscient des enjeux et plus conscient aussi des conséquences que ça peut avoir sur les jeunes, parce qu'au final, c'est les enfants qui payent. Plus le système va s'effondrer, moins les profs vont être qualifiés, moins le système va être capable de fonctionner comme il faut, plus nos jeunes vont avoir des difficultés, plus la société va écoper ultimement, parce que la future génération risque d'être une génération où il va y avoir beaucoup, beaucoup de lacunes. Et je prends toujours l'exemple très, très extrême de est-ce que vous aimeriez avoir un chirurgien qui a passé sur les limites toute sa carrière parce que, dans le fond, son système d'éducation n'était pas assez organisé et performant pour lui permettre de devenir le meilleur chirurgien. Donc, on peut mettre ça dans tous les domaines de la société. Si l'éducation se fait à moitié, ben, les étudiants qui vont en sortir vont juste être formés à moitié, malheureusement. Et pour les jeunes, je leur souhaite de trouver leur passion dans la vie parce que présentement, on est en période justement où les jeunes se posent beaucoup de réflexions. Qu'est-ce qu'on va faire plus tard? Il y a beaucoup de jeunes qui savent aucunement quoi faire de leur futur. Prenez le temps. Il n'y a rien qui presse. Prenez le temps. Essayez de trouver vraiment ce qui vous allume et ayez pas peur des échecs. Là, présentement, c'est vraiment l'anxiété de performance qui, je crois, est le plus gros combat, surtout pour le secondaire. Les jeunes se sentent vraiment, vraiment en compétition, veulent performer, veulent réussir. Ça amène des problèmes de toutes sortes. Donc, faut pas avoir peur des échecs, faut pas avoir peur que des fois ce soit plus difficile. Faut être capable d'affronter ces difficultés-là. Puis c'est dans l'adversité qu'on devient justement, qu'on devient meilleur. Donc, un échec n'égale pas une fin du monde. Un échec, c'est juste une façon de dire, je vais recommencer mieux la prochaine fois. Ben, merci beaucoup, Jonathan. Ça fait grand plaisir.